C'est ça ma question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a oui. commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. FAQ traversée de la France à vélo, première. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo non pas spéciale mais un tout petit peu particulière quand même, dans laquelle on va revenir sur notre traversée de la France à vélo. Rappelez-vous, en décembre dernier, je vous avais présenté un voyage que j'avais fait en août dernier et dans lequel j'avais traversé la France en 5 jours à raison de 200 km. J'avais alors relié Paris à Portbou, au sud de la France, au nord de l'Espagne même pour Portbou. Et donc voilà, l'objectif de cette vidéo c'est de revenir sur les questions que ça a suscité, d'y apporter mes réponses, mon regard, et donc quoi de mieux pour ça que de vous faire une vidéo un petit peu feedback de tout ça. Première chose que je voulais vous dire avant de commencer cette vidéo, bon voilà, cette vidéo elle devait sortir avant, elle devait sortir fin janvier. C'est inadmissible. Elle ne sort que peut-être début, mi-février, j'espère qu'elle sortira assez vite. En tout cas, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 2 février. Donc, je vais essayer de faire le mieux que je peux pour vous la sortir rapidement. Donc, première raison qui explique ça, c'est qu'il fallait absolument que je vous trouve un pull à col roulé. Pas de possibilité de vous faire une vidéo sans cet habit-là. Et deuxième raison, un tout petit peu plus minime cette fois-ci par rapport au pull, c'est que j'ai déménagé. Donc là, je suis enfin chez moi, ce qui explique aussi pourquoi le paysage derrière moi, enfin le cadre un peu derrière moi a un petit peu changé, c'est mon nouvel appartement, c'était toujours mon nouvel appartement avant, mais cette fois-ci j'ai un décor un petit peu plus sympa. Regardez, j'ai même pu, si vous voyez bien, mettre mon vélo, mon S-Works juste derrière, S-Works qui va très très bien, rassurez-vous, lui aussi il aura le droit à sa vidéo de présentation, enfin de représentation, c'est la vidéo feedback dans quelques semaines, vidéo sur laquelle je reviendrai sur un an d'utilisation de ce vélo et qu'est-ce que j'en pense, mes retours, etc. etc. Bref, cette introduction, elle est maintenant terminée, on va pouvoir passer aux questions. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer de ce côté-là. J'ai à côté de moi mon ordinateur sur lequel j'ai mis une vingtaine de vos questions. Normalement, on va toucher au global, toutes vos questions seront à peu près répondues. Si c'est pas le cas, service après-vente dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Bref, les questions, elles sont là, et elles vont s'organiser autour de 4 grandes thématiques que j'ai du coup décorrélées de la façon suivante. Là, je regarde un peu mon écran parce que tout est fait de façon la plus spontanée possible, j'ai pas scripté cette vidéo. Donc, questions relatives au matériel, ça ce sera la première partie de cette vidéo. Donc vous aurez toutes les questions que vous m'avez posées relatives au choix du matériel, ce que j'ai pris, ce que j'ai pas pris, etc., etc. Ensuite, dans un second temps, on parlera des aspects physiques, donc tout ce qui a été, par exemple, la préparation, l'avant, l'après, le pendant, donc toutes ces questions relatives à ça. Ensuite, dans un troisième temps, on parlera de l'organisation de voyage, et c'est là que vous avez été particulièrement généreux en question. Donc cette partie sera peut-être un tout petit peu plus longue que les autres, mais c'est tant mieux. Et enfin, on terminera sur tout ce qui est questions diverses. Autre point du coup, comme l'objectif de cette FAQ c'est qu'elle dure à peu près 30 minutes, non, mais que je ne sais pas à l'heure actuelle si elle arrivera à durer aussi peu de temps, j'ai découpé cette vidéo sur toutes les questions que vous m'avez posées. Donc si la vidéo elle dure 42 minutes, désolé, j'aurais pas réussi à tenir l'objectif des 30 minutes, mais c'est pas grave, parce que toutes les questions qui vous intéresseront seront dans la barre en description, donc vous aurez qu'à cliquer sur le watch time qui vous conviendra. Sur ce, on va pouvoir commencer à parler de notre voyage à vélo avec cette FAQ, en commençant tout de suite par la première question. Alors la première question que j'ai retenue et qui m'a été posée, c'est n'aurait-il pas été intéressant de choisir un vélo de type gravel afin d'emprunter des chemins de halage ou autres? Bonne question. Oui, c'est une question qui est très pertinente. Pourquoi j'ai pas choisi de vélo gravel? Tout simplement parce que j'en ai pas. Voilà, j'ai 2 vélos de route, le vélo que vous voyez juste derrière moi, et un autre vélo de route qui est le Orbea que vous avez pu voir pendant toute la traversée de la France à vélo. C'est un choix que j'ai choisi de faire, d'avoir 2 vélos de route, parce que c'est ma partie préférée du vélo. Je préfère largement rouler sur route, j'aime bien la vitesse, j'aime bien voyager et traverser des paysages différents rapidement. Le gravel permet ces choses-là, c'est tout à fait possible de faire centaines de kilomètres par jour en gravel et en plus de parcourir des chemins intéressants. Mais voilà, moi, dans mon orientation de cycliste, j'ai choisi d'avoir 2 vélos de route. Donc du coup, c'est un voyage plutôt orienté route.
En revanche, je suis tout à fait d'accord avec vous si vous faites cette remarque en m'entendant, il aurait été tout à fait possible de transformer le RBA en vélo de gravel, moyennant par exemple le changement de la section des pneus ou peut-être quelques adaptations sur la transmission, parce que ça reste quand même une transmission route. Mais voilà, globalement, comme je viens de vous le dire, la raison pour laquelle j'ai pas choisi un vélo de gravel, c'est parce que je préfère le vélo de route tout simplement. Si votre passion à vous, c'est le gravel, d'être au plus proche du contact de la nature, faites-le, c'est tout à fait possible de faire un voyage de 1000 km en gravel. Je pense juste par contre qu'il faudra compter un petit peu plus de temps. L'idée pour moi aussi, c'était de vous restituer un voyage au long cours, le plus court possible. Deuxième question relative au matériel. Je vois une selle SMP, pouvez-vous me détailler le modèle et ce que vous en pensez? Alors, oui, c'est correct, c'est une selle SMP de type 20C, j'ai plus la référence en tête, je l'ai pas noté, j'ai rien sur moi, donc si c'est pas celle-là, je mettrai la correction juste là au niveau de la vidéo. Cette selle SMP, je l'ai achetée 90 € en 2021 à peu près, je pense qu'aujourd'hui elle est un tout petit peu plus chère, mais voilà, c'est une selle milieu de gamme, milieu, entrée, vous voyez ce que vous voulez pour une selle de 90 €. Ce qu'il faut en retenir, c'est que pour l'avoir testé pendant maintenant 3 ans, c'est une super selle, j'ai jamais eu de problème particulier, de gêne ou de frottement. C'est une selle ajourée avec un décroché à l'avant, donc les selles un petit peu ergonomiques pour nous les hommes, mais aussi je pense pour les femmes ça peut être très correct. Cette selle est parfaite pour un prix complètement abordable quand on voit les prix des selles aujourd'hui qui peuvent dépasser les 200-300 €. Bah, c'est bien de se dire que pour 90 € ou à peu près 100 €, on peut avoir des selles tout à fait confortables. Donc, c'est une selle qui, après 1000 km, je peux vous le dire, est largement correcte. Elle est un petit peu lourde, par contre, c'est son petit côté négatif. Quoique, bon, dans le monde actuel du vélo, tout peut être considéré comme un peu lourd. Là, la selle, elle doit faire aux alentours des 280 grammes, je crois. Donc voilà, bon, c'est le prix du confort pour un coût à peu près abordable. Moi, je pense que à ce prix-là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur le poids, foncez. En termes de confort, c'est une bonne selle. Troisième question relative au matériel. Penses-tu qu'avec des pneus gravel, tu aurais eu le même rendement, c'est-à-dire 200 km par jour? Alors oui, je vois qu'il y a pas mal de questions liées au fait de vouloir trouver un compromis entre du vélo de route absolu, considéré peut-être comme moins confortable, et le vélo de gravel, considéré comme l'alpha du confort. C'est possible qu'avec des pneus en 33 mm, j'aurais pu faire 200 km par jour, mais je pense que c'est pas vraiment au même tarif énergétique. Cela dit, et là il faut que je sois humble, je n'ai jamais mis de pneus en 33 mm sur mes vélos. Donc répondre à cette question par l'affirmative avec des chiffres, pas vraiment possible. Moi j'aurais tendance à dire peut-être essaye de voir ce que tu es capable de faire avec des pneus en 33 sur un parcours de 200 km, peut-être essayer de le faire ensuite avec des pneus en 28 ou l'inverse, et voir quelles sont tes sensations pour dire est-ce que oui ou non il y a vraiment un gros gap. Après, ce qu'il faut noter par rapport au confort sur le vélo, c'est que tout ne se joue pas que à la section des pneus ou à la forme de la selle. Il y a d'autres paramètres qui entrent en compte. Est-ce que la position de la selle est la bonne? Est-ce que la hauteur de selle est la bonne? Est-ce que son inclinaison est la bonne? Ensuite, on peut se poser des questions sur la taille du cadre, la position, la longueur de la potence. Je pense que voilà, tous ces paramètres rentrent en ligne de compte dans ce qu'on appelle le calcul global du confort, j'ai envie de dire. Donc, les pneus, c'est important quand on fait un voyage au long cours. La pression des pneus, c'est important, tout autant que les autres aspects que je viens de mettre en lumière juste avant. Donc tout ça, c'est très global. Moi, globalement, ce vélo, je l'ai depuis quelques années, donc au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé une position qui m'allait. Je pense que le conseil numéro 1 que je peux vous donner avant toute chose, avant de considérer les pneus, avant de considérer la selle, etc., c'est utilisez le vélo pendant quelques mois, au minimum quelques semaines, et voyez si ça vous correspond. Et à partir de là, je pense que les aspects du confort vont se résoudre d'eux-mêmes. Quatrième et dernière question relative au matériel. Tu as des lunettes normales, pas de vélo, tu prends plus souvent la poussière dans les yeux, point d'interrogation. J'ai des lunettes normales, effectivement, c'est pas commun, je pense que la plupart des cyclistes aiment porter des lunettes de vélo. Pourquoi? Parce que ça les protège des projections, ça les protège également de la luminosité du soleil. Vous l'avez vu au cours de cette série de vidéos, il y a eu des moments où j'ai dû switcher entre mes lunettes de vue et des lunettes de soleil parce que là le facteur soleil devenait important. Ça m'empêchait de distinguer tout ce qu'il y avait devant moi. Je porte pas de lunettes de vélo parce que c'est pour des raisons principalement pratiques.
Déjà d'une part il faut savoir que moi, hop, je suis myope, donc du coup je nécessite une correction particulière. Je sais qu'il existe des marques de vélo, des marques de lunettes de vélo qui proposent un réglage, une correction avec des clips, etc. Mais en termes de praticité, voilà, bon bah moi j'avais pas ça, j'avais une lunette classique qu'il fallait que j'adjoigne à tout ça des lentilles que j'ai rapidement eu la flemme de mettre en fait, donc tout simplement à partir de la première journée, la première matinée, c'est où je quitte chez moi. Déjà je pars un peu en retard, les lentilles de contact je les mets mais je les mets pas très vite, et donc répéter ça tous les jours, je pense que j'avais un petit peu la flemme, donc du coup je suis resté sur des lunettes de vue classiques. Et ces lunettes, je pense qu'elles me protègent un petit peu, donc ça va, j'ai pas eu trop de gêne de ce côté-là. Donc voilà, lunettes de vue, lunettes de soleil, je vois certains cyclistes le faire, donc moi je le fais aussi. Allez, maintenant qu'on a terminé les questions relatives au matériel, je vous propose qu'on passe aux questions relatives au physique et à la préparation de tout ça. Alors, question numéro 1 relative au physique. Tu as fait du renforcement muscu à côté du cyclisme, une routine d'échauffement, une routine d'étirement. Alors bon... Non, sergent-chef! Je vais vous répondre très franchement, non, rien de particulier. Voilà, rien de particulier. Je suis un cycliste un peu profane, je sais pas si je peux dire ça comme ça. En tout cas, bon, moi j'ai pas une discipline de fer que je me donne quand je fais ce type de voyage. J'y vais un petit peu à la YOLO et je vois ce qui se passe, en gros, globalement. Comment mon corps répond, est-ce que je vais avoir des difficultés. C'est presque plus intéressant pour moi de voir ce qui se passera au niveau de mon corps quand je fais pas grand chose de particulier que quand j'adopte une discipline de fer, un entraînement super régulier. Non, moi j'y vais un petit peu à la YOLO et c'est d'ailleurs un peu comme ça que je pratique le cyclisme. Je fais des kilomètres, je varie les intensités, j'ai pas de programme d'entraînement particulier. Et donc là, pareil, pour la préparation de ce voyage, malheureusement, bah voilà, j'ai rien fait de particulier, si ce n'est faire beaucoup de vélo avant et progresser dans les nombres de kilomètres que je faisais. Avant, faire des 100 km, c'était quelque chose d'assez rare, quand j'ai commencé cette chaîne en 2022. Et puis ensuite, au fur et à mesure du temps, des mois, en 2023, j'ai fait de plus en plus de distances un petit peu plus longues. En 2024, c'était un petit peu pareil. Et donc voilà, s'il y avait un entraînement que je pouvais mettre en avant plus que les autres, c'est juste l'entraînement pratique, mais pas d'entraînement spécifique avec une discipline en dehors du vélo. Question numéro 2, liée au physique. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait améliorer le mal de fesses demain? As-tu eu des chutes? Alors, Bonne question. c'est une bonne question parce que j'ai pas toutes les réponses à apporter à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous l'avais raconté lors de la 5e vidéo, je pense que c'était à ce moment-là, ouais, après Bédarieux, j'ai commencé à ressentir des douleurs de mains, des douleurs de fesses. J'ai mal aux fesses, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux mains, j'ai mal partout. Et ce sont des douleurs qui étaient jusqu'à présent pas suffisamment importantes pour que j'en fasse quelque chose ou pour que je vous les dise. Mais là, effectivement, le 5e jour, c'était un petit peu plus chiant. Malgré tout, ça restait de l'ordre du supportable. Moi, je vous l'ai dit parce que je tenais à vous informer sur le fait que oui, au bout de 5 jours, même avec un vélo peut-être bien réglé, même avec une position qui est confortable, même en variant les positions de main entre les drops et le dessus du cintre, on peut ressentir des douleurs. Ce que je vous avais dit, je crois, à l'époque aussi, en face cam, c'était que je pense que côté main, là où on pourrait avoir une solution pour remédier au problème, c'est des prolongateurs. Et le truc qui est cool avec les prolongateurs, c'est que ça fait d'une pierre deux coups. Ça change votre position au niveau des mains, et ça change aussi votre position au niveau de l'assise. Vous allez avoir une assise un petit peu plus aéro, une assise un petit peu moins sur l'arrière des fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai pas tous les termes exacts, mais je pense que vous avez un petit peu l'idée. Sur les prolongateurs, il y a une position un petit peu différente, et ça peut constituer une position supplémentaire pour essayer de varier un petit peu les points de pression. Après, il n'y a pas d'effet miracle, je pense que les douleurs de main restent très présentes, peut-être qu'elles surviendraient un petit peu plus tard, mais elles resteraient présentes. Autre chose qu'on peut faire pour diminuer un petit peu les douleurs, là encore c'est du palliatif, c'est de varier aussi les positions entre se lever de la selle de temps en temps et rester assis. Moi très souvent dans les montées, ou bien même sur du plat, ça m'arrivait de me lever, de faire 2-3 petits coups en danseuse, de me rasseoir, et là tout de suite on va mieux pour les 2 prochaines minutes. Donc voilà, pansement sur une jambe de bois, mais à étudier quand on a un peu mal et qu'on veut aussi ne pas souffrir en permanence pendant 100 km, je peux comprendre. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, moi aussi, ça me servira pour mon expérience personnelle,
N'hésitez surtout pas, cette FAQ, elle est aussi là pour que vous répondiez entre vous. Pour la question relative aux chutes, non, j'ai eu aucune chute au cours de ce voyage, donc là c'est tant mieux, hein, j'aurais pas besoin de développer beaucoup plus à ce sujet. Zéro chute, zéro glissade, zéro moment où j'ai eu un petit peu peur, voilà, j'ai eu de la chance. Par contre, attention, effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver sur un voyage de 1000 km, vous êtes un petit peu fatigué, vous avez un moment d'inattention, vous regardez derrière vous et devant, vous vous rendez pas compte de ce qui arrive, vous tombez, voilà. Attention, et ça me fait penser à un truc, quand on part en voyage à vélo, n'oubliez surtout pas de prendre de quoi vous désinfecter. Moi je crois que j'avais pas pris. Attention à ça, un petit truc pour se désinfecter, un petit truc pour se coller sur la jambe en cas de chute, de pizza ou autre. Ça peut être intéressant pour éviter que la plaine s'infecte. Troisième question relative au physique. Tu as des entraînements, tu bornes beaucoup au quotidien, point d'interrogation. Comme je le disais sur la question précédente, hein, relative à ma discipline peut-être en dehors du vélo, non, j'ai pas d'entraînement particulier. Les seuls entraînements que je fais, ce sont des sorties à vélo, entre guillemets, mais ces sorties, elles correspondent plus à une volonté de faire du vélo plaisir qu'à une volonté réelle d'améliorer quelque chose lié à mes paramètres physiologiques. Je fais du coup beaucoup de sorties d'endurance, hein, quand je suis en solitaire, et quand je roule au polygone de Vincennes, hein, c'est là où vous pouvez me voir le plus souvent d'ailleurs, je travaille tous les niveaux d'intensité, hein, que ce soit la zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5. On est sur de l'ordre de quelque chose qui relève du vélo plaisir, là, c'est pas quelque chose qui relève d'entraînement cadré et spécifique. Et pour répondre à la deuxième question, est-ce que tu bornes beaucoup au quotidien? Oui. Sur l'année 2024, j'ai parcouru 18 000 km, donc c'est beaucoup d'organisation, mais bon, ça relève de la passion, donc voilà. 18 000 km en 2024, c'était 12 000 en 2023, c'était 8 000 en 2022. Voilà, on est sur une courbe ascendante, mais je pense que 18 000 km c'est très très bien, et donc en 2025 je chercherai pas à faire beaucoup plus que ça. Ces kilomètres aussi, ils sont là aussi pour me permettre d'apprécier les voyages que je fais ensuite en été. Et là je pense que le fait d'avoir énormément borné sur les premiers mois de 2024, ça m'a permis de constituer l'assurance qui m'a permis de faire ces 1000 km en 5 jours. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je parcours autant de kilomètres à vélo, c'est pour vous restituer aussi ces moments-là. Question pour ta prochaine vidéo, vu les kilomètres parcourus, est-ce qu'un périple comme celui-ci fait perdre du poids? Je vais répondre pour mon cas personnel, non. Aïe. J'ai perdu 0 kg en faisant ce voyage à vélo, tout simplement. J'ai pas perdu un gramme. Les grammes que j'ai perdus, je les ai repris tout de suite, et ça devait correspondre surtout à une perte d'eau. J'ai eu de la chance, d'ailleurs, par rapport à cette question, c'est que je me la suis posée la question, et au 4e jour, quand je suis arrivé à Bédarieux, il y avait une balance dans la salle de bain. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis sur la balance, et là qu'est-ce que j'ai vu? Même poids. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, maintenant que ceci est dit, est-ce que c'est une mauvaise chose? Pas du tout. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que l'alimentation, les calories, l'apport calorique que j'ai eu était à peu près égal à ce que j'ai dépensé. Il faut savoir une chose, hein, je pense, c'est que quand vous faites un voyage comme ça, vous êtes dans un environnement non maîtrisé. Vous n'êtes pas chez vous, d'accord? Vous faites un voyage, vous êtes en pleine découverte des capacités de votre corps. On n'était absolument pas dans une quête de perte de poids. Perdre du poids et faire une expérience qu'on ne connaît pas, c'est tirer sur les deux côtés d'une même ficelle. Moi, l'idée, c'était de faire 1000 km en 5 jours, quel que soit le coût, finalement. Hein. S'il fallait que pour ces 1000 km, je prenne 1 kg ou 2 kg, je les aurais pris. Maintenant, perdre du poids et faire du vélo, c'est pas du tout antinomique. Ce que je peux vous conseiller quand vous voulez mêler vélo et perte de poids, c'est de faire ça dans un environnement que j'appellerais du coup maîtrisé, c'est-à-dire proche de chez soi, avec un programme que vous auriez défini à l'avance. Vous faites un entraînement sur base d'home trainer, sur base de vélo de route autour de chez vous, vous adaptez les apports caloriques comme bon vous semble, et là oui, à ce moment-là, vous pourrez avoir peut-être une perte de poids contrôlée, mais mixer un voyage à vélo avec une volonté de perdre du poids, je pense que c'est pas une très très bonne idée. Alors, maintenant qu'on a terminé les questions relatives au physique, on va passer aux questions relatives à l'organisation de voyage. C'est un thème sur lequel vous m'avez posé beaucoup de questions et j'en suis très content parce que c'est un de mes thèmes préférés. Et sans plus tarder, la première question, celle-ci porte sur quand tu réserves tes Airbnb, est-ce que tu demandes s'il y a un parking vélo? Oui, mais d'une manière un petit peu détournée. Quand je réservais mes Airbnb, je demandais pas vais-je pouvoir garer mon vélo quelque part? La chose que je disais c'était bonjour, je suis un voyageur à vélo, je souhaiterais réserver votre Airbnb, avez-vous de la place pour ce soir? Et en fait, une fois que la question est posée de cette nature-là, en fait, toutes les informations sont données à l'autre pour qu'il, 1, comprenne que je suis à vélo, 2, que je souhaite le garer dans un endroit sécurisé. Donc c'est comme ça que je procédais. Une fois
fois que j'avais sa réponse, en fait, en général, sa réponse était déjà d'une part sur est-ce qu'il avait une place pour moi, et d'autre part sur si oui ou non il allait avoir une place sur mon vélo, et comment on allait s'organiser pour que je puisse garer mon vélo en toute sécurité. Et donc, en général, quand je posais la question de cette façon-là, il n'y avait aucun problème. Du coup, voilà, on va y aller point à point. Hein. Sur les 5 nuits que j'ai passées avec ce vélo, on peut dire qu'il y en a 4,5 où ça s'est extrêmement bien passé. On reviendra sur le 0,5. Sur Nevers, Saint-Chély, Bédarieux et la destination finale de Cerbère, aucun problème globalement, le vélo j'ai toujours pu le mettre dans un endroit sécurisé. À Nevers c'était dans l'appartement parce que c'était une arrivée autonome et que j'étais respectueux du lieu. À Saint-Chély c'était dans un garage, pareil pour Cerbère. Et chez Bédarieux, l'autre a été tellement gentil qu'il m'a autorisé à le rentrer dans le couloir de chez lui. Hein, on rappelle que le mec il vit chez lui, il me dit rentre ton vélo chez moi, quoi. C'est incroyable. Sur Clermont-Ferrand, c'était un tout petit peu différent, hein, donc toujours le même processus, hein, je dis que je viens à vélo, est-ce que vous avez de la place? Oui, pas de problème, venez. Le truc c'est que l'hôte m'a accueilli moi, mais comme c'était pas une arrivée tout à fait autonome, la personne était présente, hein, c'était une maison découpée en appartements, elle souhaitait que je gare le vélo non pas dans l'appartement, mais à l'extérieur dans une cour. Le seul petit souci par rapport à ça, c'était que la cour, on pouvait ouvrir la porte depuis la rue n'importe quand. Ce qu'a fait la personne pour me rassurer, c'est qu'elle a dit vous inquiétez pas, personne n'ouvre cette porte. Bon. Du coup, je me suis retrouvé à garer le vélo à l'extérieur, un petit peu caché derrière une piscine, un petit peu, vous savez, les piscines pas enterrées, mais les piscines avec les bâches, bref. Donc j'ai pu faire à peu près ça. Le matin, j'ai retrouvé le vélo, tout était ok, donc bon, pas de souci de ce côté-là. Dans 80% du coup du temps, le vélo était dans un espace tout à fait sécurisé et j'avais aucune crainte par rapport à ça, et l'autre répondait à 100% de mes demandes, à savoir un lieu à l'abri de l'humidité et à l'abri des regards indiscrets. Question numéro 2, quel matériel était superflu et de quel matériel tu as manqué? Alors elle est intéressante cette question parce qu'elle soulève à la fois la question du matériel que j'aurais oublié, mais aussi la question du matériel superflu. On va commencer par ce que j'ai oublié. Je pense que j'étais venu un petit peu en détail sur ce que j'avais oublié. Je vous avais donné à peu près 3 objets que j'avais oubliés. C'était dans la 3e partie de notre voyage. Donc si vous avez envie d'avoir mon avis à ce sujet, je ne peux que vous inviter à revoir cette partie-là. Je vais plutôt pencher ma réponse sur le matériel superflu parce que je pense que ça pose une question assez intéressante. Est-ce que c'est parce qu'on ne s'est pas servi d'un objet pendant tout un voyage qu'il est inutile ? La réponse pour moi, c'est non. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Je suis parti avec un couteau suisse, je m'en suis pas servi. Je suis parti avec un kawaii dans le but de traverser un éventuel épisode pluvieux. Je m'en suis pas servi, toute la semaine, ça a été caniculaire, il y avait 3 gouttes de pluie. Ces 2 matériels étant de trop pour ce voyage, est-ce qu'il aurait été pertinent que je les prenne pas ? La réponse est non. Le kawaii, on n'est jamais capable de prédire la météo de façon précise à 5 jours. Et pour ce qui est du couteau suisse, on ne sait jamais dans quelles circonstances on peut se retrouver lors d'un voyage à vélo. Si vous avez besoin de quelque chose qui coupe, ça ne peut être qu'une bonne idée d'avoir quelque chose qui coupe, mais aussi quelque chose qui visse. Donc un couteau suisse, je pense que c'est parfait. De tous les éléments dont je me suis pas servi lors de mon voyage à vélo, je pense qu'il y en aurait quasiment aucun que je ne reconduirais pas lors d'un voyage à vélo en 2025. Peut-être qu'il y a effectivement des éléments qui sont redondants, mais ça on y réfléchira quand j'établirai mon prochain voyage en 2025. Je pense que c'est aussi une question de sécurité de prévoir un petit peu plus, quitte à être un tout petit peu plus lourd. Bien sûr, avec l'expérience, on affine tout ça et on devient un meilleur voyageur, on se rend compte des redondances, etc., etc. Question suivante. Quelle est la raison qui t'a amené à faire cette traversée dans cette période de l'année aussi chaude ? Déjà, il faut savoir que je suis une personne normale. Donc du coup, en tant que personne normale, j'ai des disponibilités et des indisponibilités. Il fallait savoir que sur cette période de l'été 2024, c'était une période d'été 2024 un peu particulière parce que mon travail dans l'industrie du ferroviaire exige que je sois disponible en été pour faire différentes opérations de travaux quand les lignes sont fermées. Sauf que là, il y avait un petit événement qui s'appelle les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et du coup, à ce titre, le mois de juillet et le mois d'août étaient particulièrement libres. Et il fallait savoir que cette année 2024 n'était pas terrible en termes de temps, mais que par moment, en été 2024, il y a eu quand même des périodes de très beau temps. Donc quand j'ai programmé ce voyage, j'avais déjà d'une part cette chose qui était que je savais que j'allais être disponible d'un point de vue professionnel, et d'autre part que je maximisais quand même mes chances d'avoir du beau temps. Et donc quand j'ai affiné les dates de départ de voyage, je me suis rendu compte que sur la période qui allait arriver, il y aurait du beau temps. Il allait faire chaud,
mais il y aurait du beau temps. Et quand on s'est approché des dates fatidiques, et je me suis rendu compte que ce beau temps allait se transformer quand même en trop beau temps, hein, avec des périodes de chaleur, de canicule, etc. Mais je me suis dit, l'organisation étant faite, j'allais pas revenir en arrière là-dessus. Je préférais avoir une période caniculaire dans laquelle il allait falloir avoir une rigueur d'hydratation exemplaire, plutôt qu'une période avec un temps instable, parce que là ça peut mettre très à mal le moral. Pour lutter contre la canicule, je pense qu'il y a des moyens assez simples de le faire, hein. On peut s'arroser, on peut se mettre à l'ombre, on peut aller dans des centres commerciaux pour prendre un petit peu la fraîcheur. Par contre, quand il pleut, malheureusement, question suivante. Tu n'as pas perdu trop de temps à faire des détours par les cimetières pour remplir les bidons, point d'interrogation. Pas du tout. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Voilà, je pense que je vais pouvoir répondre à cette question en quelques mots, pas du tout, parce qu'en fait, à chaque fois que je raconterais des cimetières, c'était sur la trace. De toute façon, dans l'organisation d'un village en France, en général, le cimetière, il est soit avant d'entrer, soit en sortant de la commune. Et donc, comme ma trace traversait des villages, et tout naturellement, ça m'amenait à des endroits où il y aurait des cimetières, donc aucun souci là-dessus, j'ai toujours eu un cimetière à portée de main, et si j'avais eu à faire des détours, ce serait des détours de peut-être 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Par contre, pour ce qui est des supermarchés dans lesquels j'ai dû aller, là oui, il y avait quelques petits détours à faire, hein. Là, les supermarchés, on les croise pas forcément au hasard. Mais pareil, c'est jamais des détours de plus de 1 km, donc au global, sur une journée, vous voyez, on fait les 200 km et on fait pas 210, 220 km, tout ça pour aller chercher un supermarché. Autre question qui m'a été beaucoup posée, j'ai noté 3 fois quand même. Comment s'est passé le retour en train depuis l'Espagne ? Excellente question. Moi, je n'attendais que cette question et je suis très content que vous me l'ayez posée au moins 3 fois. Le retour en train depuis l'Espagne, c'est quelque chose que j'ai kiffé programmer. Déjà, première chose, il faut savoir que j'ai programmé ce retour à peu près une quinzaine de jours à l'avance, hein, avant le voyage. J'ai réservé ce voyage en train à partir du 24 juillet. Donc 24 juillet pour un retour à peu près le 5 août, hein, donc le 3 ou 4 août, hein, je me rappelle plus exactement la date du retour. Ça fait très peu de temps au final entre la réservation du voyage et le voyage effectif. Alors, comment ça s'est passé d'un point de vue technique ? J'ai pris un train de nuit au départ de Toulouse pour aller jusqu'à Paris, et pour aller à Toulouse, j'ai pris un TER qui partait de Port-Bou pour aller jusqu'à Toulouse, hein. Il existe des TER qui font Port-Bou-Toulouse, et puis ensuite train de nuit de Toulouse jusqu'à Paris. Il faut savoir qu'il y a un train de nuit aussi qui fait de Port-Bou à Paris. Quand j'avais réfléchi ce voyage en tout premier, donc quelques mois avant, je m'étais dit, tiens, c'est parfait, je sais que ce train de nuit il existe, et pourquoi pas, peut-être que je vais pouvoir rentrer d'une seule traite, Port-Bou-Paris en une nuit, tranquille, au calme. Le fait est que ce train de nuit, il ne circule que certains jours de la semaine, et il ne circulait pas le samedi, le jour où je voulais rentrer chez moi. Donc du coup, il allait falloir que je fasse un assemblage assez intelligent de trains pour pouvoir trouver un train de nuit, ça c'était essentiel. Pourquoi un train de nuit ? Parce que ce sont les seuls trains en France avec les intercités qui permettent de voyager avec un vélo non démonté. Les TGV c'est mort en général. Quand j'ai établi le voyage, j'ai fait Toulouse-Paris et maintenant il fallait juste que je trouve un moyen de faire Port-Bou-Toulouse, et quoi de plus facile quand on voyage au sein de la région Occitanie. Les régions organisent les TER, donc en général, il y a toujours des lignes pour aller vers les capitales de région. Donc, entre Cerbère et Port-Bou, vers Toulouse, il y avait un train direct, et tout naturellement, j'ai pu en trouver un et en réserver un pour le samedi. Autre point stratégique dans le choix d'avoir choisi un train de nuit au départ de Toulouse et non au départ de Port-Bou par exemple, si ça avait été possible, c'est que ça me donnait l'assurance que je pourrais dévier de ma destination finale en cas de pépin physique. En partance de Clermont, aller à Toulouse, c'est quoi, peut-être 300 km, 300, 350, pas plus. Et donc là, j'aurais pu arriver à Toulouse en faisant 2 journées très courtes, et ça aurait été moins pénible. J'ai pas eu à utiliser cette option, j'avais même pas prévu en termes de traces, et c'est tant mieux. Et avant que je change de question, j'allais presque oublier la question du coût. Ce qui est génial avec le train de nuit, c'est que 50 €, 52 € pour être précis, pour voyager de Toulouse à Paris en seconde classe, en train de nuit. Bon voilà, les trains de nuit on en pense qu'on veut. Moi en tout cas, j'ai adoré cette expérience, j'ai rencontré des gens super en plus lors de ce voyage retour, donc c'était très très cool de faire ce retour en train de nuit, d'autant plus quand il coûte pas cher. Et deuxième chose, le voyage en TER, on sait que les TER des fois ils ont des prix variés en France, il y a des TER qui peuvent coûter 50 €. Là, la région Occitanie elle a une politique
assez intéressante vis-à-vis des tarifs des trains, qui fait que le samedi, aux heures où les trains sont pas forcément les plus utilisés, ils appliquent le TER à 1 euro. Donc en termes de coût, on est sur quelque chose de génial. Donc au total, ouais, vous rêvez pas, j'ai pu pour 1 euro faire Port-Bou-Narbonne, pour 1 euro supplémentaire Narbonne-Toulouse, et pour 52 euros en plus Toulouse-Paris, donc au total 54 euros pour faire un voyage de presque 1000 km retour. Je pense qu'en TGV, vous trouvez pas de choses pareilles à 10 jours du départ, quoi. Question suivante, concernant ton parcours, la trace, pourquoi fais-tu appel à des applis? On est beaucoup dans les nouvelles générations, je m'inclus dedans, hein, peut-être à faire appel à des applis pour tout ce qui est programmation d'itinéraire. C'est quelque chose qui permet pour moi d'avoir une certaine maîtrise sur son parcours, puisque on va le dessiner point à point sur une carte, etc. Donc je trouve ça pratique. Je pense qu'on est beaucoup à le faire, voilà, comme je le disais, surtout dans les nouvelles générations. Je sais que pour beaucoup d'anciens du cyclisme, quand vous faites des voyages, vous préférez avoir la carte routière parce que c'est quelque chose de fiable et c'est quelque chose qui ne peut pas tomber en panne, hein, contrairement à un téléphone ou contrairement à un GPS. C'est vu peut-être aussi le GPS comme un gadget supplémentaire qu'il faut recharger, qu'il faut entretenir, etc. Moi je comprends complètement l'idée de voyager avec une carte, ça vous autonomise, etc. Mais bon, voilà, j'avais cet outil à ma disposition. Il est redondé par un téléphone également, si jamais j'ai un problème sur le compteur, voilà, je le casse, je le fais tomber dans l'eau, je ne sais quoi. Donc, utiliser des outils numériques pour programmer mon itinéraire, c'est quelque chose qui me semble pertinent. Question suivante, combien de tenues sportives avais-tu? Avais-tu une tenue ordinaire pour le soir? Bonne question. Sur les tenues de vélo, j'en avais deux. J'avais la tenue Ventoux que vous avez excessivement vue au cours de ce voyage, hein, composée du maillot bleu et d'un cuissard avec marqué Ventoux dessus. Pourquoi j'avais choisi cette tenue là? Parce que pour le haut, elle était très claire, donc du coup, je me disais, bon, là, le soleil, moins chaud, etc., etc. Et pour le bas, parce que c'était un cuissard très confortable. Donc le cuissard Gobic qui coûte une centaine d'euros, vous avez à peu près l'assurance que vous allez être bien installé dessus pendant plusieurs heures, donc c'était assez cool d'avoir celui-là. Deuxième tenue, j'avais un cuissard dit d'ultra distance, donc la différence c'est que ils sont peut-être un tout petit peu plus confortables qu'un cuissard traditionnel, mais surtout ils ont des poches sur les côtés, donc ça c'est génial, ça permet d'accéder encore plus facilement à la nourriture et surtout de mettre beaucoup plus d'éléments sur les poches de derrière. Donc j'avais ça en guise de deuxième tenue avec un autre maillot de couleur un peu plus sombre que vous avez vu lors de la première vidéo. Donc deux tenues composées de deux maillots, deux cuissards et bien sûr une tenue civile que vous avez très peu vue. Vous l'avez vu peut-être sur l'arrivée à Clermont-Ferrand. C'est juste un t-shirt noir et un jogging, hein, c'était tout. C'est la seule chose que j'avais prise. Le t-shirt parce que c'est léger, le jogging parce que c'est léger, et voilà. J'adjoins à ça une chose très importante qu'il faut surtout pas oublier, je pense, pour un voyage à vélo, c'est les sandales. Voilà, j'avais des sandales que j'ai rangées au fond de la sacoche de selle et qui étaient hyper utiles en fin de sortie, tout simplement, parce que, on le sait tous, hein, les chaussures de vélo, on peut pas marcher avec, hein, on abîme les cales, on se fait mal aux pieds, etc., ça glisse, machin. Sandales, voilà, comme ça vous réglez le problème, vous êtes confortable, vous pouvez marcher un peu dans la rue, vous dégourdir les jambes, aller chercher à manger, et vous êtes à peu près comme tout le monde, hein, c'est des sandales, et en plus de ça, vous êtes confortable, et vous reposez vos pieds pour le lendemain, donc... Élément à ne surtout pas oublier de mon point de vue personnel. Je sais que certains font des voyages full vélo et ça les dérange pas. Moi perso, sortir du vélo à la fin de ma journée, je trouvais ça essentiel pour le mental. Question suivante, elle porte sur le budget réel du voyage. Alors, j'ai déjà répondu partiellement à cette question à l'instant et lors de la vidéo numéro 4 qui portait à peu près sur ce que m'ont coûté mes Airbnb. On va y venir et on va répondre de façon un petit peu plus détaillée et globale ici. Alors, comment on peut décomposer le budget global de ce voyage et le budget global en général de tous les voyages à vélo? Il y a 3 postes de dépenses critiques que j'ai cernés moi pendant ce voyage. C'est de 1, le transport, de 2, le logement et de 3, l'alimentation. Quand vous faites un voyage en tout cas comme le mien. Sur la partie transport, je suis parti à vélo, donc du coup ça c'est gratuit, mais par contre je suis revenu en train, et en train, comme je vous l'ai dit, ça m'a coûté 54 €, pas 1 euro de plus, donc là pour ça vous avez eu la réponse, il y a 2 questions. Pour ce qui est du logement, je vous ai répondu un petit peu à cette question lors de la vidéo numéro 4, je crois, où je vous avais expliqué que j'avais du coup eu 5 nuits, donc 5 nuits pour un budget global de 250 €, les 4 premières nuits m'étant revenues à peu près à 40 €, hein, plus ou moins. La 5e nuit m'ayant coûté un petit peu plus cher parce que c'était dans une
destination un peu prisée. Voilà, ça m'a coûté un petit peu plus cher, 80 €. Le tout, voilà, c'est rentré dans un budget de 250 €, mais qui répondait à 100% des critères que je voulais. Hein. C'était un budget de 250 €, pas plus. Hein. Je l'avais élaboré avant même de partir. Voir qu'il a été respecté, c'était une satisfaction immense. Maintenant, la partie qui va vous intéresser le plus, qui va peut-être un peu aussi le plus vous étonner, c'est la partie alimentation. Oui, parce que sur la partie alimentation, j'ai dépensé la bagatelle de 250 €. Non, mais non, je ne vais pas crier. 250 €. Combien? Ah oui, c'est énorme, vous allez vous dire, mais 250 €, il mangeait pour deux, quoi? Oui, je mangeais pour deux, quoi? C'est quoi le problème? Oui, je mangeais pour deux. Camomille. Parce que je faisais un voyage de 200 km par jour, 5000 calories par jour, tu manges pour deux personnes. Donc, 125 € au final. Non, allez, je rigole. 250 € du coup pour faire ce voyage, mais il faut savoir déjà plusieurs choses. Alors, sur combien de jours je considère cette enveloppe de 250 €? Je la considère pas sur 5, mais sur 6 jours, puisque je suis parti le lundi et je suis revenu le dimanche matin. Voilà, donc je suis gentil pour vous, je compte pas le petit déjeuner du dimanche matin parce que bon, j'étais à Paris, mais entre le lundi matin et le samedi soir, la dernière portion de mon voyage que je vous ai pas filmé puisque c'était le retour, j'ai dépensé 250 €. Si on fait 250 divisé par 6, on obtient peu ou prou 40 €, un petit peu plus que 40 €. On commence à tomber sur quelque chose d'à peu près raisonnable, 40 € par jour, on commence à comprendre le truc. Tout en comprenant pas vraiment, parce qu'on se dit 40 € ça reste quand même assez énorme. Alors, je vais vous expliquer pourquoi 40 € par jour. Déjà, il faut savoir que sur un voyage comme celui-ci, moi, j'ai eu besoin de manger 4 fois par jour. Donc, le matin, le petit déjeuner, donc ça c'est tout le monde pareil. Le midi, le déjeuner, tout le monde pareil. Le soir, le dîner, tout le monde pareil. Et entre le dîner et le déjeuner, il y a eu le repas de la collation. Très importante la collation, inévitable, impossible de passer 8 heures entre midi et 20 h sans manger quelque chose de salé ou de gras ou de sucré, qu'importe. 4 repas, ça fait donc une moyenne d'à peu près 11 € par repas. Bon, là encore, on se dit c'est beaucoup, mais explication par rapport à ce coût assez élevé des repas, c'est que, en fait, les repas, je ne les préparais pas, comme je vous l'expliquais, hein, je crois que je vous l'expliquais peut-être lors de la première vidéo. Moi, j'allais systématiquement soit au restaurant, soit au supermarché, mais du coup pour prendre des aliments que je pouvais manger ou consommer directement. Et donc du coup, comme vous ne faites pas votre nourriture vous-même, que vous allez au restaurant, bah ça vous coûte rapidement peut-être quelque chose comme 20 € si vous prenez un entrée plat ou un plat dessert. 20 € dans la journée et puis du coup 20 € pour les 3 autres repas. Donc on comprend tout de suite un petit peu pourquoi ça coûte 40 € par jour de s'alimenter quand on fait un voyage à vélo. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous donne en budget global, hein? Addition, hein. 250 plus 250 plus 54, 554 € pour ce voyage de 6 jours, soit une moyenne d'environ 92 € par jour. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Bah là, je pose la question à tous ceux qui ont fait plusieurs voyages à vélo, soit de façon différente, soit de façon parfaitement similaire à moi. Dites-moi combien vous, ça vous a coûté. Dites-moi les pistes d'optimisation, notamment sur la partie alimentation, hein. Je vous écoute à 100% là-dessus. Je pense que sur la partie logement, mis à part bivouaquer, il n'y avait pas grand moyen de réduire. Et sur la partie transport, laissez tomber, j'étais le meilleur. 54 € pour faire 1000 km au retour. Je pense que, à part en stop, il n'y avait pas grand moyen de faire différemment. Dernière question concernant l'organisation de voyage. Je me pose la question de la charge et du maintien des batteries du matériel comme l'éclairage GoPro Garmin. Alors, le seul élément que je peux vous répondre concernant cette question, c'est rigueur, tout simplement. Moi, sur ce voyage, je vais vous dire, j'avais globalement 4 choses à recharger et une optionnelle. On va y revenir. La première chose, la chose la plus importante, c'était le compteur. Ah, il fallait absolument que le compteur, il soit au minimum à 80% de batterie avant que je parte. J'ai la chance d'avoir un compteur relativement récent, donc son maintien en charge dans la journée ne me pose pas de problème. Je sais qu'à 80% de batterie, il y a 99,9% de chances que j'arrive à destination et qu'il me reste de la batterie. Deuxième élément qu'il fallait que je charge, c'était le téléphone, évidemment. Hein. Le téléphone, on partait pas avec moins de 80% de batterie, ça c'était évident en cas de problème. Troisième élément, bien évidemment, pour faire cette vidéo, les GoPro, j'ai 2 batteries, donc du coup, je pouvais me permettre de pas être à 100% sur les 2 batteries, mais je crois que ma rigueur m'imposait quand même de le faire, hein, de charger à fond. Donc je chargeais mes 2 batteries à bloc.
Voilà, comme ça, pas de souci tout au long de la journée. Et dernier élément que je me forçais un petit peu à charger, c'était ma lampe de vélo. Mais comme ma lampe de vélo, je m'en suis servi que une seule journée, j'ai eu à la charger que une seule fois. Allez, maintenant qu'on a parlé un petit peu des aspects organisation de voyage, qu'on a parlé du physique, qu'on a parlé du matériel, on va éluder maintenant les dernières questions. J'ai retenu 4 questions diverses qui rentrent dans aucun thème en particulier. Questions diverses en commençant par celle-ci. Maintenant que tu es capable de faire ce genre de voyage, que penses-tu faire comme challenge? J'ai des idées. J'ai des idées que je prévois avec des amis aussi, des idées que je réfléchis aussi de façon solitaire. Vous inquiétez pas, je sais pas si ça va sortir en 2025, je sais pas si ça va mettre un petit peu plus de temps, mais il y a des choses qui vont concerner la distance, parce que je crois que c'est un thème que j'affectionne tout particulièrement, même si derrière moi j'ai un vélo qui est plus orienté course. Et donc oui, il y aura peut-être des choses relatives à la distance, oui, il y aura peut-être des BRM, oui, il y aura peut-être quelque chose après les BRM, je n'en sais rien. À ce stade, pour l'instant, c'est plus de l'ordre du rêve que de l'ordre de la chose clairement prévue et datée avec un programme associé. Mais ce qui est certain, c'est que ça va se faire. En 2025, probablement. En 2026, très certainement. Question suivante. Qu'est-ce que tu fais pendant ces longues journées pour occuper ton esprit seul avec toi-même? De la musique? Point d'interrogation. Je trouve que c'est une question intéressante parce qu'elle met la lumière sur un aspect du voyage qu'on a tendance un petit peu à oublier, c'est que en dehors de tous les moments où je filme, ce sont que des moments où je filme pas, des moments où je suis seul avec moi-même, des moments où je traverse des paysages qui sont certes beaux, mais bon, quand on voit le beau pendant 1 heure, on a compris quoi, hein, on n'est pas toujours subjugué comme ça. Donc il y avait des moments où c'était plus amusant que d'autres. Je suis quand même loin de mes amis, je suis loin de ce qui se passe aussi dans les médias. Avoir quelque part un élément qui permettait de se reconnecter à la société et avoir un élément qui permettait de retrouver un petit peu des choses qu'on connaît, c'était assez cool. Et donc du coup oui, j'avais des écouteurs, donc vous avez vu, si vous avez l'œil sur la 5e vidéo, qu'à un moment donné j'avais un écouteur sur le côté droit, je crois, hein, c'est pas bien, je sais, hein, c'est honteux, mais je m'imposais une certaine rigueur, j'utilisais ça que quand j'étais hors agglomération. En général, j'essaie d'avoir un son très bas et au mieux encore une fois, n'avoir qu'un seul écouteur pour avoir l'oreille attentive, notamment vis-à-vis de ce qui pouvait venir sur ma gauche. Donc, j'avais des écouteurs, j'écoutais de la musique, j'écoutais aussi des podcasts et en plus on était en période olympique, donc c'était super cool pour moi d'avoir par exemple un podcast sur l'actualité des Jeux Olympiques tout en faisant du vélo. Je trouvais que c'était parfaitement raccord avec ce que j'étais en train de faire. C'est aussi un élément d'évasion d'avoir ce côté reconnexion même quand on est loin de chez soi. N'hésite pas à nous expliquer d'où te vient cette passion pour le vélo et les voyages. Alors, la passion pour le vélo, déjà première chose intéressante, la passion pour le vélo, elle est née en plusieurs étapes. J'ai pas eu de gens dans ma famille qui faisaient du vélo, de gens dans ma famille qui m'ont introduit à ce sport de façon amateur. C'est vraiment une passion qui m'est venue avec le temps en plusieurs étapes. Donc première étape, c'était s'en servir pour aller au lycée, se rendre compte que c'était une option meilleure que les transports, etc. Et de se dire mais attends, moi j'aime bien me déplacer, j'aime bien découvrir de nouveaux horizons, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu, hein, donc le voyage du coup, et je me suis dit on peut adjoindre le vélo qui va vite avec cette envie de découverte d'espace. Certes, avec les transports et avec la voiture, on peut aller dans divers endroits, mais bon, la voiture, pas avant qu'on soit adulte, et le train, ça va pas partout. Par contre, le vélo, il suffit de le monter dans le train et on va partout avec. Donc, à partir d'un âge, je crois à peu près de 17-18 ans, j'ai commencé à me dire, pourquoi pas prendre son vélo pour relier une ville à une autre, mais toujours en Ile-de-France, hein, on n'était jamais dans un truc de fou, hein. J'avais un VTT à l'époque, j'étais pas très endurant, je roulais en jogging, j'avais des baskets, l'eau c'était dans un sac à dos, bref. C'est non. Et de là est née cette forme d'intérêt pour le côté distance, le côté voyage, hein, très doucement, jusqu'à ce que après la période Covid et toute la frustration qu'il y avait eu de pas pouvoir se déplacer, je prenne la décision, mi-coup de tête, mi-pas coup de tête, d'acheter l'Orbea, et qui a accompagné ce développement de ma passion du vélo à travers la distance pendant plusieurs années jusqu'à 2024, et même plus maintenant, puisque j'ai toujours ce vélo et que je compte pas m'en séparer à ce jour.
merci à vous d'avoir regardé ou écouté cette vidéo FAQ jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, merci pour tous les compliments que vous m'avez envoyés dans les commentaires lorsque vous me posez des questions. J'ai fait exprès de me centrer pendant cette FAQ sur l'aspect question et pas sur l'aspect compliment, d'une part parce que, bah voilà, hein, j'avais pas forcément envie de mettre en avant le fait de flatter mon ego dans cette vidéo, mais par contre, tous ces commentaires, tous ces compliments, je les ai pris avec énormément de plaisir, vous le savez, hein, à chaque fois que vous me postez un compliment, j'y réponds et je vous remercie infiniment. Pour moi, les compliments, c'est jamais quelque chose d'acquis. Donc voilà, je souhaitais vous remercier à voilà, toutes les personnes qui m'ont donné ces gentils compliments, qui m'ont donné ces gentils encouragements. Et sachez que je ne suis pas passé à la trappe de ça, je me suis simplement focalisé sur l'aspect question. Maintenant que cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps également, parce que bon, moi il y a affiché 1h24 sur ma caméra, l'objectif c'était de tenir à peu près dans quelque chose de l'ordre de la demi-heure, maximum 35 minutes. Pas évident, hein? Si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit suite aux questions auxquelles j'ai répondu, n'hésitez pas, le service après-vente ce sera en commentaire juste ici. Prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, ça va être un petit bilan sur le S-Works. On y reviendra dans une vidéo détaillée la prochaine fois, j'espère quand même avant l'été, on va y arriver. En attendant, bah, prenez soin de vous, continuez de faire du vélo, les beaux jours reviennent, donc ça c'est cool, et on se redit à très vite pour de nouvelles aventures, de nouveaux voyages et de nouveaux défis. Allez, c'est un ciao.